On va parler aujourd'hui de boucliers, on va parler de murailles, on va parler de sièges, on va parler de sang, de sueur, de larmes et de tripes. Donc excusez-moi si ça saigne un petit peu, mais on a des experts dans ce domaine autour de cette table. On parlera d'armes aussi. Et pour ceux qui sont au premier rang, vous avez peut-être entendu, on a fait la conférence en 5 minutes juste avant, donc on va pouvoir en parler. À mes côtés, Roland Lehoucq, notre président à nous de l'association des Utopiales, astrophysicien au CEA de Saclay, enseignant à Sciences Po Paris et au master approche sociale des enjeux énergétiques à l'Université de Paris. Laurent Genefort, auteur de nombreux romans, dont Spire, bien entendu, Aumale, il faut lire Aumale, et de nombreux autres titres, notamment dans Horde, un univers de fantasy. Peut-être qu'on pourra faire aussi quelques liens et sortir des champs de la science-fiction, voir si les boucliers de science-fiction sont les mêmes que les boucliers de fantasy. Et puis Valérie Mangin, autrice de bande dessinée. Alors récemment, on a pu lire Erreur System avec Gélolab, mais elle préside aussi aux aventures d'Alix, aux nouvelles aventures d'Alix. Et puis il y a La Guerre des Dieux avec Le Fléau des Dieux, vaste épopée de science-fiction, mais baignée évidemment de mythologie et d'antiquité. Et elle nous racontera comment est-ce que ses armes, elle peut les faire évoluer, hein, notamment ses boucliers et ses armes, de l'Antiquité dans un contexte de science-fiction. On verra un petit peu tout ça. Des boucliers, on va commencer par les boucliers, on va commencer par se défendre. C'est le plus simple, on va monter des murs ensemble. Vous avez tous et toutes des références de science-fiction sur des boucliers. Et peut-être un des plus fameux, si vous vous en souvenez, ce sont les boucliers dans Dune. Alors, Roland a écrit un roman sur la science dans Dune. Vous vous souvenez, ces boucliers dans Dune, ils ont pas mal de caractéristiques, ils sont très intéressants. Il y a des boucliers, des gros boucliers, des boucliers personnels, et puis des boucliers personnels qui vous ralentissent aussi. Donc il y a une notion de vitesse. À un moment, quand on est trop protégé, on est ralenti. Est-ce que tu veux nous décrire peut-être un petit peu ces boucliers dunesques ? Dans le grand détail, pas exactement, mais enfin, effectivement, il y a l'idée de pouvoir se protéger d'une attaque extérieure, mais il y a aussi l'interaction avec l'arme qui frappe le bouclier et qui peut créer, si on envoie un laser, il me semble bien, si on envoie ça avec un laser, enfin de la lumière en l'occurrence, hein, mais un laser, eh bien ça crée une déflagration. Enfin c'est dangereux. On peut pas, il faut pas confronter les deux simultanément parce que ça aboutit à la destruction finalement des deux protagonistes. Alors les questions de bouclier, on en voit aussi dans Dune, mais on en voit d'autres endroits. On voit notamment dans Star Wars, on voit très bien les Gungans par exemple. Ils ont une espèce de sphère là qui les protège des attaques de l'Empire. L'idée, le bouclier, quelle que soit sa nature, hein, ça peut être des boucliers magnétiques, des champs de force, un objet physique, matériel, en bois, en métal, je ne sais quoi. L'idée, c'est vous attaquer, c'est vous détruire dans votre être. Ça veut dire fournir une énergie importante qui va arrêter vos fonctions vitales, ou voire vous recouper en morceaux. C'est-à-dire fournir une énergie supérieure à l'énergie de liaison de la matière qui vous constitue. Briser une table, c'est pareil, c'est casser l'énergie de liaison. Donc c'est fournir de l'énergie. Et il faut la fournir assez vite. C'est-à-dire, si on la fournit lentement, hein, si je te fais ça, 1 milliard de fois. J'ai mal. Ouais. 1 milliard de fois, il y a une certaine énergie qui est développée, 1 milliard de petits époques comme ça, 1 joule, 1 milliard de joules, bon, il va rien se passer, parce qu'on sent bien que j'y vais pas franco. Ça va être lourd surtout. Alors que je pense que si je donne 1 milliard de joules à ton épaule, mais d'un coup, ça t'assure, une fraction de seconde, donc avec une puissance qui sera 1 milliard de watts, 10 milliards de watts, alors là, il est bien possible que ton épaule se brise. Et donc il y a à la fois la notion d'énergie, il faut casser la chose, il faut passer à travers, il faut la briser, mais il faut la fournir assez vite, de sorte que l'énergie qu'on a mis dedans, elle y reste, entre guillemets. Elle ne se retrouve pas répartie sous d'autres formes de son. Quand on tape sur cette table, ça fait du bruit, ça les chauffe un petit peu. Tout ça, c'est une dissipation d'énergie que j'ai mis dans le mouvement de mon bras. Et donc, il faut la mettre beaucoup d'énergie, et vite. Il faut de l'énergie et de la puissance. Et donc, de ce point de vue-là, les boucliers qu'on voit très souvent, ils sont censés protéger contre une trop grande arrivée d'énergie trop rapide. Alors dans Star Wars, la chose marrante, c'est que les boucliers des Gungans protègent des tirs de l'Empire, donc des missiles, je ne sais quoi, des obus, ça ne passe pas à travers parce que ça a beaucoup d'énergie, c'est fait pour ça. C'est fait pour bloquer les trucs qui ont beaucoup d'énergie et beaucoup de puissance qui arrivent d'un coup. Et puis en même temps, on peut passer à travers facilement. On peut traverser à pied les boucliers à basse énergie et à basse puissance. Donc là, on voit qu'il peut y avoir des logiques qui ne sont pas tout à fait respectées, comme d'ailleurs la logique antinomique entre bouclier et laser qui d'un coup se détruisent l'un l'autre, parce que ça peut-être concentre une trop grande énergie et une trop grande puissance dans un seul lieu qui aboutit à la destruction simultanée de la source et de la cible.
Donc ces boucliers de fiction, très souvent sont comment dire, un peu, du point de vue du scientifique que je suis, un peu discutable, mais c'est pas le point. Mais ça permet d'évoquer cette question-là de beaucoup d'énergie et beaucoup de puissance, et c'est ça qu'on veut faire quand on veut faire une destruction. Et quand on veut se protéger de cette destruction, il faut se protéger de la grande quantité d'énergie qui arrive rapidement. Donc en fait, ralentir les choses, par exemple, est un moyen de se protéger. C'est pas besoin d'un bouclier. C'est pour ça que les gants de boxe, je suis une grosse patate avec mon poing. C'est pas une grosse patate, hein, mais eh ben, c'est pas la même si tu mets la même grosse patate avec un gant de boxe, que le gant de boxe qui est mou, il va légèrement amortir, ralentir avant que le coup s'arrête, et donc il va dissiper l'énergie du mouvement en une durée plus grande, et donc il y aura moins de puissance. Tu auras pris pas mal d'énergie, donc éventuellement tu vas reculer, mais tu ne seras pas la mâchoire brisée ou cassée en morceaux par la force du coup. Et donc ralentir, donc pour revenir sur Dune, l'idée de ralentir peut être une bonne chose, ça permet d'étaler sur la durée l'énergie qui est procurée, de sorte que la puissance soit plus faible, parce qu'on a étalé l'énergie qu'on a envoyée sur la personne ou sur l'objet. Laurent, tu voulais réagir? Oui, à propos du bouclier de Dune, en fait, c'est une vieille idée, hein, c'est une idée qui remonte aux années 20, le bouclier électrique, dans Radiopolis, qui est un roman allemand de 1927, qui a été traduit sous le titre Radiopolis, c'était Electropolis en fait en allemand, et on a la première mention d'un champ de force, d'un dôme électrique alimenté par un rayon d'ailleurs, donc par induction électromagnétique, et donc c'est la première. Et donc Herbert, il n'avait pas inventé le bouclier magnétique, ça existait déjà. Par contre, l'intérêt c'était que ça détruise les deux parties en même temps, ce qui est la définition de la terreur, de l'équilibre de la terreur, où si on déclenche le tir, on est soi-même détruit, ce qui est en fait une sorte c'est la logique nucléaire, de dissuasion nucléaire. Et c'est même un peu plus que ça, c'est la Doomsday Machine oui. de Dr. Folamour. Il y a un truc qui se déclenchera inéluctablement et automatiquement, si tu m'attaques, il y a une procédure automatique qui te détruira, qui me serait détruit, mais aussi me détruira. La vraie rupture de Herbert, elle est là, en fait. Voilà. Pardon. Valérie. Non, je voulais juste ajouter que la dissuasion, on est toujours là-dedans, finalement, puisqu'on est toujours là on se demande si Poutine va employer l'arme nucléaire, et finalement, c'est le meilleur bouclier, c'est de lui répondre. Si tu nous envoies une bombe, on t'en enverra une aussi, finalement. Ça a fonctionné jusqu'à présent, c'est pas sûr que ça fonctionne sur le long terme, c'est pas très sûr. La destruction mutuelle assurée s'appelle MAD, Mutual Assured Destruction, c'était la théorie de la dissuasion américaine. Destruction mutuelle assurée, MAD, MAD, vous voyez l'acronyme, on comprend bien le truc qu'il y a derrière. En tout cas, dans cette idée-là de champ magnétique, ça ouvre l'idée qu'on va se protéger, parce qu'on parle de champ de force ou de quelque chose comme ça. Il y a le bouclier matériel au sens un mur de pierre, un bloc d'acier, quelque chose qui protège matériellement. Il faut passer à travers et ça va pas être facile. Mais on aimerait le truc un peu immatériel. On appuie sur un bouton, ça s'allume. On appuie sur le bouton, ça s'éteint. Alors que le mur de pierre, il est toujours allumé. Si je veux dire, enfin, il y a des portes, mais essentiellement, il est toujours allumé. Ou alors il y a une porte qui est justement son point faible. Et donc là, dans le cas du bouclier magnétique, ça vient de l'idée que la Terre finalement est protégé par un champ magnétique, son propre champ magnétique, on appelle maintenant plutôt magnétosphère que bouclier magnétique, mais qui permet que les particules chargées qui viennent de l'espace, notamment du Soleil, soient déviées par ce champ magnétique, soient guidées parce qu'elles sont chargées électriquement. Donc un bouclier magnétique ne va agir que c'est les particules qui ont une charge électrique. Et donc du coup, vous et moi qui sommes électriquement neutres, on passe tranquillement à travers un bouclier magnétique sans aucun problème, et les particules vont être déviées vers les pôles de la Terre pour former les aurores boréales et pour finalement protéger la surface du sol de ce flux de particules. Donc l'idée même qu'il y a un champ magnétique qui protège quelque chose, il y en a un tout bêtement, très concret, très quotidien, qui est le champ magnétique de la Terre, qui, avec l'atmosphère, la partie matérielle, ça c'est la partie muraille, la partie matière qui empêche que n'importe quoi arrive jusqu'au sol, que ce soit une micrométéorite ou que ce soit une particule de haute énergie, on a deux boucliers terrestres qui permettent que la vie de surface puisse se développer. On a même un troisième, c'est la couche d'ozone. Mais voilà, il y a des structures qui sont naturellement présentes et qui ont permis l'émergence de la vie à la surface de la Terre. Donc de ce point de vue-là, le bouclier magnétique, c'est aussi très concrètement utilisé dans la vraie vie. Enfin, utilisé. Ça nous est utile, c'est pas nous qui en sommes la source. Laurent ? Oui, puis d'ailleurs, dans la guerre mondiale numéro 3 de Jacques Spitz, Spitz imagine que les Russes, c'est la guerre américano-soviétique, qui se déclenche juste après la Deuxième Guerre mondiale, et les Soviétiques attaquent les Américains en perçant la couche d'ozone
justement, tu en parlais, au-dessus de, je crois que c'est Chicago. Et donc Chicago se retrouve grillé sous les ultraviolets. Bon, il avait un peu chargé la dose, mais c'est en 45 quand même, c'était pas mal comme spéculation. Et c'est comme ça que les Américains rentrent en guerre. Tant qu'ils n'étaient pas immédiatement, et là c'était une préfiguration du 11 septembre 2001, tant qu'ils n'étaient pas touchés sur leur sol avec comment dire, une cible symbolique, la guerre les intéressait pas trop. À partir du moment où ils sont touchés sur leur sol, c'est le début de la guerre pour eux, quoi. Oui, ce qui veut dire que donc dans les boucliers, là, ce qu'on a bien dit, c'est qu'il y a à la fois une question d'équilibre sur la destruction massive. Ce bouclier-là est symbole d'un équilibre, mais ce qu'on disait aussi, c'est qu'il y a toujours aussi une course entre l'armement et le bouclier. Comment est-ce qu'on le perce, Valérie? On voit très bien ça historiquement, où au Moyen-Âge, en fait, avant l'utilisation massive des canons, finalement, avoir une forteresse en pierre, un donjon, ça suffisait à arrêter la plupart des projectiles. On voit bien que si on tire des flèches ou même des tirs d'arbalète, ça ne peut pas grand-chose contre une grosse pierre d'un mètre de profondeur. Par contre, dès qu'on a eu l'artillerie, qu'on a eu des canons, il a fallu passer à des choses beaucoup plus impressionnantes, comme les forteresses Vauban, où on voit qu'on a des bastions en avant, des mottes de terre, enfin des tas de terre en avant des fortifications, et où finalement le choc des boulets, l'énergie dont tu parlais, est absorbée par ces monticules de terre avant même d'arriver au mur. En fait, chaque mode de défense est une réponse directe au mode d'attaque, effectivement, oui. J'imagine qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui avaient des armures à partir du moment où on a inventé le mousquet, évidemment. Exactement, oui. Alors qu'on voit une croissance de l'armure depuis quasiment les origines de l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen-Âge, où on arrive à ces chevaliers entièrement caparaçonnés, qui ont des armures parfois de 50 kilos, qui sont au point que s'ils tombent de cheval, ils se retrouvent comme des tortues sur le dos, qui ne peuvent plus se relever et qui sont très faciles à achever par leurs adversaires. Évidemment, dès qu'il y a des tirs d'arbalète ou encore mieux de mousquet, c'est totalement obsolète. Une balle traverse très facilement ce genre d'armure et on est tué immanquablement. Donc effectivement, pourquoi emporter, oui. Laurent, tu voulais dire quelque chose? Non, tout à fait d'accord. Et le chevalier, on peut le multiplier par, en faire. C'est la même chose pour Fort Boyard, qui a été imaginé pour une certaine portée de canon et qui a été avant même l'achèvement de sa construction, était en fait obsolète. Voilà. Donc un exemple, effectivement, c'est toujours. On peut pas parler de bouclier sans parler de la lame qui va. Et c'est une course. C'est une course. Comment tu as géré le mélange dans la guerre des dieux entre l'Antiquité et la science-fiction en termes d'armement et de bouclier? Alors la guerre des dieux, ça se passe pendant la guerre de Troie, donc un des plus longs sièges de l'Antiquité. Alors paradoxalement, dans l'Antiquité, on ne cherchait pas à prendre en tout cas dans l'Antiquité grecque, on ne cherchait pas à prendre les villes. Faire le siège, ça voulait pas dire détruire les murailles et les considérer comme des boucliers opposés à des armes, mais vraiment faire le blocus et attendre que ce soit le temps en fait qui agisse, que les assiégés finissent par mourir de faim à l'intérieur ou soient victimes d'une peste ou d'autre chose et finissent par ouvrir les portes en fait. On ne voit jamais pendant la guerre de Troie, Achille ou Ulysse ou un autre se jeter contre les murs de la ville en espérant les percer, quoi. C'est pas du tout ça l'esprit. Alors dans la guerre des dieux, j'ai un peu repris cette idée-là, sauf qu'effectivement les dieux existent réellement et peuvent interagir, ils peuvent faire un peu n'importe quoi, donc ils ont aucune limite, ils peuvent se téléporter à l'intérieur. Par exemple, là, évidemment, téléportation, ça rend le bouclier totalement inutile pour le coup. C'est l'avantage de la fantaisie où on a carrément de la magie, où finalement on n'a plus à tenir compte d'aucune réalité matérielle. Et la limite que j'ai donnée à mes dieux, c'est que finalement l'idée, c'est que malgré tout, ce sont les humains qui doivent réussir à solder le conflit, et qu'eux-mêmes n'ont pas le droit de se mettre, de faire quelque chose de décisif dans le sort de la guerre en fait. Mais c'est une décision personnelle. Les dieux peuvent tout, donc ils pourraient d'un claquement de doigts abattre les murs, et le bouclier n'a pas de sens face à ce genre d'entité en fait. On parlait des boucliers dans Star Wars, ceux des vaisseaux, ils sont très efficaces, mais plus on tape dessus, et plus ils faiblissent et ils finissent par casser. Oui, alors c'est peut-être l'analogie avec le mur de pierre matériel, parce qu'un mur de pierre, si on attend assez longtemps, ne serait-ce que la pluie, le vent, il finit par s'éroder, puis à la fin il n'y a plus rien. C'est un peu Tactique léger. Moyenne, hein. Tactique moyenne, mais bon, la dégradation, l'entropie, comme on dit, fera son œuvre au fil du temps. Bon, on peut taper dessus pour accélérer le mouvement, évidemment, c'est l'idée de mettre de la puissance pour accélérer le mouvement et avoir des échelles de temps plus courtes. Et donc là, c'est vrai que
le bouclier magnétique terrestre, il ne faiblit pas. Enfin, il y a une source du champ magnétique terrestre qui, lui, peut évoluer. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'on envoie plus de particules que le bouclier est plus faible. Simplement, il peut être saturé par un flux de particules extrêmement important et qui va rendre difficile le guidage de ces particules. Ça fera des courants électriques plus intenses extérieurement. Ça fera peut-être un champ magnétique parce qu'il y a des courants qui bougent, qui est champ magnétique créé par les particules mises en mouvement par le champ magnétique de la Terre, qui du coup va modifier. Bon, donc là, on a une rétroaction du bouclier sur lui-même, du champ magnétique sur lui-même, parce qu'il dévie des particules chargées qui créent un champ magnétique qui va lui-même, ce champ, modifier le champ dans lequel ils ont interagi. Bref, au final, dans le cas du mur, le cas des boucliers invisibles, des champs de force, etc., qui s'épuisent, ça ressemble un peu au cas du mur ou de la matière, où à force de taper dedans, on finit par faire un trou, à force de taper dedans, on finit par l'user. Et donc, il y a cette analogie-là pour montrer qu'il y a peut-être c'est plus visuel pour le spectateur, ou pour le spectateur, pour de comprendre ce qui se passe. On voit le bouclier s'affaiblir, et puis il s'éteint. En même temps, ce bouclier, il a une source d'énergie. Si c'est un bouclier, si c'est la Terre, bon, c'est les mouvements internes de la Terre, mais la Terre n'a pas toujours eu ce champ. Le champ magnétique qu'elle a actuellement, les pôles magnétiques se renversent régulièrement, et dans la phase de renversement, régulièrement, c'est pas tous les ans, hein, je vous rassure, c'est long. Et quand ça se renverse, il y a un moment où le champ magnétique de la Terre, il est nul ou quasi nul. Donc, le bouclier qui s'affaiblit, ça peut être parce qu'on tape dessus, mais c'est parce que si pour le maintenir, il y a une machine à l'intérieur, un vaisseau, quelque chose qui tourne et qui produit le bouclier. Et cette machine, elle mange pas gratuitement, elle tourne pas gratuitement. Il faut la nourrir en énergie, il faut des transformations énergétiques, des réactions nucléaires, une source d'électricité, enfin, débrouillez-vous. Il faut un machin qui fait tourner le bouclier. Et ce bouclier, il tourne jusqu'à ce qu'on n'ait plus de carburant ou de capacité à le faire tourner. Alors, c'est pas forcément en tapant dessus, c'est en tapant dessus longtemps. Parce que si vous tapez longtemps, la machine, il faut qu'elle tourne, mais là, elle peut tenir 2 jours. Oui, mais vous tapez 3 jours dessus, c'est le cas de la cinétique du siège. Vous tapez dessus assez longtemps. Pour se protéger, on laisse la machine qui tourne, mais à un moment donné, il n'y a plus d'énergie pour la faire tourner, il n'y a plus d'eau dans la forteresse, c'est ça l'idée. C'est les boucliers. Les murs de forteresse ne sont utiles que parce qu'ils sont défendus par des humains. S'il y avait personne sur les murs, n'importe quel abruti monte sur une échelle et passe. Mais pour tenir les humains sur les murs, il faut les nourrir et leur faire boire. Quand on peut plus faire ça, la machine qui tient les murs, elle se casse la figure. Donc il y a un peu cette idée-là, de toute façon, mais exemplifiée sur un mode plus, moins matériel, par le champ de force. Alors toujours avec des effets spéciaux un peu suicose, un peu violacé, enfin un truc, putain, ça tape, ça fait des éclairs, enfin c'est toujours un peu chic, avec un petit bruit, mais il y a un peu la même idée derrière, même si la matérialisation, enfin la représentation pratique, la réalisation pratique n'est pas la même, il y a un peu la même idée derrière. Il faut établir le truc, ça nous coûte de l'énergie pour le faire, pour le maintenir, pour le garder, et quand il n'y a plus d'énergie, le truc s'écroule, et l'énergie, elle est plus là, soit parce que le mur, on a brisé son énergie de liaison, on a cassé le mur, soit parce que les gens qui défendent le mur, qui font tourner le bouclier, la machine, ils sont plus là pour faire tourner, il n'y a plus la source d'énergie, ça s'arrête. D'ailleurs, il y a même, au-delà de ça, il y a même un effet d'effondrement si le bouclier disparaît. C'est-à-dire qu'on a l'impression, en tout cas que les gens qui étaient dans la forteresse ou derrière le bouclier, qui se sentaient extrêmement protégés, si le bouclier s'effondre, eux-mêmes s'effondrent souvent. Donc on voit ça dans les sièges où dès qu'un mur est percé, les gens auraient pu se défendre derrière, ils étaient même souvent supérieurs en nombre et mieux armés. Et il y a comme un vent de panique qui apparaît... barrière mentale, là, pour le coup, c'est une sorte de bouclier mental qui tombe. C'est le bouclier mental. Exactement ça, c'est aussi un bouclier mental qui tombe à ce moment-là, et où les gens se mettent à prendre la fuite, courent dans tous les sens, se font massacrer, on ne sait pas très bien pourquoi, il n'y a pas de raison objective à ça, si ce n'est qu'effectivement cette barrière mentale est tombée, oui. Est-ce que dans la Sainte Muraille, donc c'est une grande muraille dans Aumale, c'est pas tout à fait un bouclier, mais c'est une muraille qui protège l'ère humaine des invasions, elle tombe pour les mêmes raisons, elle tombe parce qu'on s'en occupe plus à un moment? Ouais, c'est un peu ça en fait. C'est c'est un bouclier, clairement, hein, c'est une sorte de muraille de Chine circulaire. Donc Aumale, c'est un monde qui est habité par des humains et puis 2 autres espèces qui se partagent l'espace vital et donc qui guerroient, qui commercent, qui cohabitent aux frontières. Mais il y a une partie de l'humanité que plusieurs milliers d'années avant, au début de l'installation de l'humanité sur ce monde, qui a refusé absolument tout contact avec les aliens, considérés comme des démons. Ils ont fait une muraille, ils ont élevé une muraille circulaire qui englobe,
qui est censé protéger une superficie de l'équivalent de la surface de la Terre, et tous les réfractaires au contact extraterrestre se retrouvent dedans. Alors, c'est généralement des religieux qui considèrent les extraterrestres comme des démons. Et puis pendant 1500 ans, personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur, et la muraille est intacte. Personne n'a essayé de la percer parce qu'il n'y a rien d'intéressant vraiment derrière, puisque ce qui est intéressant, c'est précisément le contact. Et donc ils vont voilà. Et à un moment, la barrière tombe, c'est-à-dire la forteresse est enfoncée de l'intérieur par des fuyards qui fuient. Donc en fait, là, le bouclier, il était fait autant pour... on se rend compte qu'en fait, il était fait autant pour empêcher de rentrer qu'au bout de plusieurs générations, d'empêcher d'autres gens de sortir. Mais à un moment, ça craque, et les personnes fuient devant un danger qui vient de l'intérieur de cette forteresse. Donc, entre le bouclier et la nasse, voilà, on protège on peut protéger une place forte, et c'est intéressant tant que la place forte ne devient pas un piège mortel pour ceux qui la défendent, en fait. Oui, Valérie. Oui, j'allais dire effectivement cette idée de la forteresse qui tombe naturellement parce qu'on s'en occupe plus. C'est vrai qu'on voit ça aussi assez souvent où finalement la Grande Muraille de Chine ou d'autres remparts qui paraissaient infranchissables comme le Limès de l'Empire romain, finalement ils sont très longs, ils sont très grands, ils demandent énormément de moyens financiers, de moyens humains pour s'en occuper. Et au bout d'un moment, on s'y intéresse moins, on trouve que finalement, pourquoi on n'a pas été attaqué, tout va bien, donc pourquoi s'en occuper? Et c'est à ce moment-là qu'ils deviennent fragiles et effectivement qu'ils sont percés, quoi. Il y a aucun, de ce point de vue-là, il n'y a aucune forteresse qui peut résister indéfiniment à quelque chose qui viendrait de l'intérieur ou de l'extérieur, oui. Oui, de l'intérieur, il y a l'idée aussi, au Moyen-Âge, ou peut-être même avant, il y avait aussi l'idée de créer le problème intérieur. Alors ça peut être par des traîtres, évidemment. Il y a quelqu'un qui ouvre la porte, on a subverti quelqu'un de l'intérieur qui vous ouvre la porte et vous rentrez inopinément. Mais il y a aussi l'idée en envoyant des problèmes, un cadavre atteint par la peste, ou je ne sais quoi, faire une sorte de guerre bactérienne. Enfin, là, du coup, c'est une sorte d'arme. En fait, c'est pas vraiment une arme, puisque le cadavre en lui-même n'est pas une arme. Simplement, c'est ce qu'il porte, les c'est une arme. Les vermines. C'est une arme bactériologique. C'est une arme bactériologique, on appelle ça bactériologique. Mais du coup, il y avait l'idée, on envoie ça, puis à l'intérieur, ils ont un problème, et du coup, restez-y, camarades, si vous sortez, on vous attend. D'ailleurs, il y a eu des soucis comme ça au moment des croisades, où c'était les croisés chrétiens qui étaient attaqués par les hommes de Saladin, qui ont envoyé à l'intérieur de leur forteresse effectivement des cadavres de pestiférés. Alors ça a très bien marché, la peste a gagné les croisés, mais ils sont sortis et effectivement la peste a fini par gagner l'autre armée aussi, quoi. Donc l'arme s'est retournée contre son envoyeur, et les deux armées ont été décimées de la même manière finalement, et chacun est reparti de son côté un peu penaud. Ça rappelle Mad dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Il y a l'effet boomerang, comme on dit, ça revient. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, ils ont utilisé justement la forteresse n'était pas armée contre ça. En fait, un bouclier, ce qu'il leur fallait, c'était détenu NRBC pour cette nouvelle arme. Ils l'avaient pas prévu. Qui n'était pas prévu. Mais je veux dire, la ruse, en fait, quand une muraille tient, ça ne peut être que la ruse ou la trahison qui l'a fait tomber. Et là, c'était la ruse, et d'utiliser une autre arme contre laquelle aucune muraille n'est c'est juste quelque chose qu'on fait passer par-dessus. Mais voilà, donc c'est un exemple de ruse, et d'utiliser un autre type d'arme, parce qu'un bouclier ne peut pas protéger de tout. C'est que le bouclier est adapté à un certain type de choses. Et si les gens arrivent à cheval avec des flèches et des arcs, alors des murailles, ça suffit bien. S'ils arrivent avec des canons, il faut réfléchir différemment. S'ils viennent avec des lasers, il faut autre chose. S'ils sont dans l'espace et qu'ils vous regardent du dessus, du coup, est-ce que c'est bien raisonnable de faire une forteresse? Parce que du coup, les gars vous visent et boum, ils vous dégomment par les turbolasers de l'Empire. Donc, un bouclier, finalement, il est adapté qu'à une catégorie de menaces ou d'armes qu'il pourra contrer éventuellement, mais qu'il ne pourra pas contrer forcément. Ça dépendra aussi bien sûr de l'intensité de la menace. Il y a la partie type d'objet qui va venir percer le bouclier, mais aussi l'intensité. On parlait tout à l'heure encore une fois d'énergie et de puissance. Si on monte l'énergie et la puissance, si on a un obus plus rapide, un obus qui explose plus fortement, un mur de 1 mètre ne résistera pas. Alors on met des murs de 2 mètres, on fait des obus encore plus gros, et puis etc. Et à la fin, c'est finalement une course sans fin, et on a des choses qui s'écroulent finalement sous leur propre poids, parce qu'à la fois il faut gérer le système de menace pour qu'il devienne énorme, et à la fois il faut gérer le système de bouclier, et c'est peut-être une des raisons pour laquelle le bouclier dit initiative de défense stratégique, qui était promu par sous l'ère Reagan dans les années 80, le fameux Star Wars, de bouclier antimissile à partir de satellites,
s'est aussi écroulé sous propre poids. Ça a peut-être permis l'effondrement, ou pour partie effondrement de l'Empire soviétique, enfin de la zone soviétique. Mais du point de vue américain, ça s'est écroulé aussi, parce que peut-être il n'y en avait plus nécessité, quoique, mais en même temps, il y avait simplement, ça ne fonctionnait pas, c'était un système trop complexe, trop cher à maintenir, trop complexe à faire tourner, et qui du coup n'a plus de fonctionnalité propre. Oui, je ne sais pas si un bouclier est destiné de toute façon à tenir indéfiniment, si c'est pas plutôt quelque chose qui doit ralentir l'adversaire plutôt que vraiment le contenir. Est-ce que quand on fait un bouclier ou quand on s'enferme dans une forteresse, c'est pas plutôt pour attendre une armée de secours? C'est un problème de cinétique alors, en fait, finalement, encore une fois. C'est un problème de temps. Voilà. C'est-à-dire, il y a la ligne Maginot qui a donné son titre à la table ronde. Je crois que la ligne Maginot, c'était surtout fait pour ralentir l'armée allemande, le temps que l'armée française puisse se mobiliser et répondre. donc ils ont contourné habilement. Voilà, justement, ce contournement avait été prévu parce que ce qu'espérait aussi Maginot, donc le ministre de la Guerre qui a été à l'initiative, c'est que comme les Allemands, parce que c'était toujours contre les Allemands malgré tout, allaient attaquer, ils allaient être obligés d'attaquer par la Belgique, et donc on pourrait se battre en Belgique, et que les combats épargneraient la France, en fait, en quelque sorte. Et voilà. C'est cool. Oui, c'est très cynique. C'est très cynique. Cool pour les Belges. On a une conversation très agréable. Bon, je m'en vais. Mais c'est aussi une preuve que quand parce qu'en fait finalement c'était aussi le début de la guerre motorisée, enfin l'avènement de la guerre motorisée, et la ligne Maginot ça a été une des premières victimes de ça finalement. Et la leçon ça a été que quand la lame devient malléable, donc motorisée, donc il faut que le bouclier le soit aussi. Et c'est l'avènement de la guerre, enfin c'est la fin de la guerre de position et puis le début de la guerre moderne en fait. Et les boucliers vont devoir devenir mobiles. Devenir mobile, c'est une protection. En fait. Ouais. C'est sûr que les Maginot avaient pu bouger, ça aurait été plus efficace, oui. Et là, on imagine des camions avec des cailloux et des gens qui reconstruisent régulièrement. Il y a la question donc petit à petit de l'arme, il y a notamment les boucliers de missiles, alors c'est toujours très intéressant, on le voit notamment par exemple en Ukraine. Il y a quelques cas d'armes fameux, alors on parlait de l'arme ultime, c'était les dieux. Oui. Ouais. Comment ils se protègent des dieux? Ils ne peuvent pas se protéger, c'est vraiment... moi j'ai vraiment vu la guerre de Troie comme un jeu, une partie d'échecs jouée par les dieux, donc les dieux sont divisés en deux camps, et chacun avance ses petits pions. Et les dieux considèrent qu'ils se sont interdits d'intervenir eux-mêmes en fait, c'est-à-dire que cette arme ultime, elle est toujours là, elle plane sur la guerre, mais en fait elle n'est jamais utilisée. Sinon effectivement tout serait fini... On renverse la table d'un coup. Puis voilà, puis c'est fini, enfin... c'est qu'on peut décider de nucléariser entièrement l'adversaire et tout est fini, quoi. C'est à partir du moment où il vous répond, où il n'a pas le temps. Mais en tout cas, effectivement, si on en arrive à l'arme ultime, tout est fini, oui. Mais est-ce qu'on a vraiment gagné finalement? Parce que il n'y a plus que des perdants dans ce cas-là, oui. Ouais. Laurent Parle-nous. Oui, en fait, par rapport à ce que tu disais sur l'Ukraine, en fait, là, et puis la démerde. En fait, c'est les boucliers. Tu parlais de la guerre des drones et puis des boucliers. En fait, cette dématérialisation, cette malléabilité du bouclier, c'est ça. C'est de transformer un mur de pierre en un système de détection et d'intervention et d'interception du missile ou du rayon, si on est dans la science-fiction. Mais au final, tu as ça. En fait, faut prendre une forteresse comme une fonction plus qu'une substance. On remplace le boulet par le missile par le rayon laser par le micro-trou noir. Voilà, ce que vous voulez. Micro-trou noir, ça va envoyer. Ça, si vous avez un canon à micro-trou noir, je peux vous dire, en face, ils vont pas rigoler. D'abord, ça va pas être facile. Inutile de vous dire que du point de vue énergétique, ça va pas être facile. Baxter l'a fait. Ouais, Baxter l'a fait dans un de ses romans. Il y a un canon à micro-trou noir qu'il envoie très lentement. Les micro-trous noirs ne sont pas envoyés très, très, très rapidement. Il n'y a pas besoin quand il arrive. Et en fait, l'avantage, c'est que il n'y a pas de bouclier possible puisque c'est l'espace-temps lui-même qui devient l'arme. Exactement. Puisque ça absorbe toute matière, toute énergie, donc on ne peut pas lutter contre la texture même de l'univers. Alors en même temps, ça peut prendre un certain temps. Pour le cas des micro-trous noirs, alors il y a une subtilité, alors un peu de physique fondamentale pour égayer les discours. Faut pas rigoler quand même. Sinon, Alors les micro-trous noirs. Donc quand on a un tout petit trou noir, micro, ça veut dire micro millionième, quoi. Donc une chose petite, ça pèse quand même assez lourd, évidemment, parce que les trous noirs, comme c'est très compact, ça pèse pas mal. Alors un trou noir de la masse de la Terre, ça fait 9 mm
de rayon. Donc micro, un truc qui fait des millimètres, c'est un tout petit. Alors c'était à peu près de cette dimension. Voilà. Hein. C'était pas des nano-trous noirs qui s'évaporent très vite. Hein. Voilà, alors, on était dans des trous noirs relativement stables. Il y a des. Alors voilà, déjà Laurent, on voit le pro de la hard science. on le roule pas comme ça, le Laurent. Et donc effectivement, les trous noirs, ils rayonnent, c'est curieux. Ça vient pas de trous noirs, ça vient de la frontière. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ça s'appelle le rayonnement de Hawking, du nom de Stephen Hawking. Et il y a de l'énergie qui peut être rayonnée, sous forme de lumière typiquement, juste à l'extérieur, un tout petit peu à l'extérieur de l'horizon du trou noir, de la surface, de la limite du trou noir. Et cette énergie, elle vient de la masse du trou noir. C'est la masse du trou noir qui diminue. Et ce rayonnement est d'autant plus important que le trou noir a une masse petite. Donc un trou noir stellaire qui fait quelques masses solaires, il rayonne quasiment pas. Un trou noir de la masse de la Terre, il rayonne beaucoup plus. Et les tout petits trous noirs, un truc qui serait la taille d'un électron et qui pèserait la masse d'une montagne, l'Everest sous forme de trou noir, ça fait la taille d'un électron, 10 puissance moins 18 mètres, hein, c'est tout petit. Et bien surtout que là, ça s'évapore, si je veux dire, ça disparaît très rapidement. Alors le point, c'est qu'à la fois, évidemment, un trou noir, on est foutu, quoi, mais c'est quand même une petite chose. Et donc, pour être mangé par le trou noir, il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre dans le trou noir. Mais comme c'est une petite chose, ce micro-trou noir, il a une petite surface. Et comme il a une petite surface, on ne peut pas rentrer autant de matière qu'on veut. Parce que la matière qui tombe dans le trou noir, elle va être accélérée, elle tombe dedans. Et puis comme elle est accélérée, elle va rayonner. Et cette lumière qui rayonne, elle va partir dans toutes les directions. Mais la matière qui arrive derrière, elle est attirée certes par la gravité, localement par la gravité du trou noir, mais en même temps, elle est repoussée par le rayonnement de la matière qui tombe dedans. Il y a une limite d'accrétion, en fait, d'un trou noir. Un trou noir, on ne peut pas lui mettre selon sa taille, on ne peut pas lui mettre autant de kilogrammes chaque seconde qu'on veut. Et donc, un mini trou noir, alors Baxter, pour ça, il est délicieusement cruel, puisque d'une part, on ne peut rien faire, d'autre part, ça prend un certain temps. C'est-à-dire, si on met un micro-trou noir qui va tomber au centre de la Terre, tout va bien, pour l'instant. Mais petit à petit, il va ronger la Terre de l'intérieur, sa masse va augmenter. Plus elle augmente, plus sa surface augmente, plus cette limite de rayonnement augmente, cette limite d'absorption, de capacité de capter augmente, et plus elle augmente, plus il grossit, plus il grossit, plus il grossit. Donc au début, il ne se passe rien, vous dites, on s'en fout, puis vous attendez un peu, alors ça va dépendre de la masse du trou noir que vous avez mis, de la quantité de matière qu'il y a autour, et à la fin, la Terre, elle finit d'un coup exponentiellement. C'est-à-dire que c'est une destruction exponentielle de la Terre. Ça ressemble étrangement à un processus actuel en cours, mais pas par des mini-trous noirs. Pas par des mini-trous noirs. Donc il a l'air de rien se passer au début, puis après ça s'accélère évidemment considérablement vite, et donc il faut prendre des mesures. Vous avez le temps de partir. En fait, ça vous laisse le temps de dire on vous a détruit. Vous avez le temps de partir avant que votre planète soit intégralement absorbée, mais c'est pas instantané. Comme on imagine dans un trou noir, on arrive, la planète, boum, elle tombe dedans, c'est fini, il n'y a plus rien, ça prend une fraction de seconde. On a le temps de s'en rendre compte, c'est encore meilleur en fait. Oui, exactement. Du point de vue des méchants, les méchants, ils sont toujours méchants, évidemment, et donc ils veulent que ça se voit et profiter par cruauté du désespoir de leur cible. Donc le mini trou noir, je recommande, mais c'est pas facile à faire. Il y a une autre façon aussi pour régler tous les problèmes de bouclier. Là, c'est le règle. Je vous dis ça, mais c'est pas facile à faire. Hein. Je dis ça comme physicien. Si vous avez la capacité à modifier les constantes fondamentales, vous avez un pistolet à modifier la constante fondamentale. Alors là, évidemment, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un pistolet en visant quelque chose, ça modifie la constante de Planck, ça va changer la taille des atomes qui constituent l'objet en question, et les atomes peuvent s'effondrer, ou au contraire éclater. Si vous pouvez mieux les constantes de gravitation, vous dites, camarade Jean-Vincent, vous m'embêtez, vous modifiez la constante de gravitation sous lui, il décolle, il est satellisé, adieu. Et donc, il peut toujours se protéger, mais vous satellisez de la forteresse avec, c'est juste un peu plus. Alors, pareil, la vitesse de la lumière, c'est pareil. Si vous avez la capacité à modifier la vitesse de la lumière, vous pouvez vraiment faire des trucs un peu bizarres. Alors évidemment, il faut mieux la modifier localement. Hein. L'effet boomerang, il peut aussi venir dans la gueule. Parce que si vous modifiez dans une zone un peu large la constante de Planck, par exemple, ou la gravitation, il ne faut pas que vous vous retrouviez vous-même envoyé dans l'espace, quoi, ou écrasé. Ah voilà, et les possibilités sont infinies. Mais on peut, sans aller dans les constantes fondamentales, dans un vieux récit des années 30, je crois, imagine un rayon qui supprime la friction. Ah oui. Donc, tout appareil volant qui est pris dans ce truc-là, en fait, il tombe en morceaux, littéralement, parce que tout ce qui est assemblé se disloque et se désassemble. Donc, il n'y a pas besoin de... Tout se fait très simplement. Quand tout est bien lubrifié, il se passe des problèmes. Voilà. On ne peut plus marcher, par exemple. Imaginez que s'il n'y avait pas de frottement sur le sol, vous ne pourriez pas avancer. Vous patineriez sur place bêtement. Hein, donc, voilà, les frictions, c'est important. Moi, je n'ai pas d'idées plus amusantes qui me viennent. Peut-être on peut les mettre en scène dans...
sais pas si c'est amusant, mais en tout cas, bon, c'est fondé, tout le temps, la fin, c'est de la physique, de la chimie, de la biologie, enfin, c'est des moyens de physique, de sciences expérimentales. Donc, effectivement, ça peut être, quand c'est les armes bactériologiques, c'est l'infiniment petit, le virus, la bactérie, le microbe, qui passe les barrières physiologiques. Simplement, ma peau qui me permet de perdurer de mon être, dire, bah là, ici, c'est moi, puis là, c'est pas moi. Et ben, ce truc-là, c'est une barrière qui peut être percée, qui peut être coupée, je saigne, je perds des bouts, on met des virus dedans, bref, il y a cette barrière, c'est pas vraiment conçu comme une barrière, mais il y a quand même ça, et même dans la cellule, la barrière cellulaire, la paroi cellulaire, qui met un intérieur et un extérieur, et on disait tout à l'heure que la forteresse est autant pour garder ce qui est à l'intérieur, c'est un peu ce que fait Ebola, je crois. éviter que l'extérieur, je pense que les parois cellulaires, c'est pour garder l'intérieur, en disant que l'extérieur va nous pourrir, si j'ose dire, modifier, transformer, pas au sens de détruire peut-être, mais de perturber le fonctionnement interne. Et les virus informatiques dans tout ça? C'est pareil, sauf que c'est, j'imagine, dans les... Il y a bien les firewalls, ça s'appelle ça des firewalls, les murs de feu, c'est comme si on faisait... parce qu'imagine que si on a cette fois-ci, le coup du mur de feu, c'est, imaginez, vous êtes vous entourez par des flammes, alors viens me battre de l'autre côté. Il faut passer quelque chose qui, au contraire, celui qui passe, va se retrouver gêné, détruit éventuellement par le passage à travers la barrière, parce que cette barrière donne de l'énergie à celui qui passe à travers, et lui en donnant, peut éventuellement le détruire, ce qui l'empêche de parvenir. Et donc dans le cas de l'informatique, c'est un peu pareil, il y a des programmes qui ziotent en permanence les cases mémoire, voir s'il n'y a pas d'autres programmes qui tournent et qui font des plot twists, qui ressemblent un peu, au moins dans l'esprit, au virus naturel. En fait, oui, ça montre juste qu'à chaque type de guerre, il y a une lame et un bouclier. C'est-à-dire dans la guerre cybernétique, le bouclier, c'est le firewall, c'est les antivirus, etc. Et puis dans la guerre bactériologique, la muraille naturelle, c'est la peau qu'on peut renforcer avec une tenue NRBC, mais c'est toujours le même principe d'ériger une barrière contre l'assaut. Moi, j'aime bien le coup des trous noirs. Voilà. Ouais, rien de personnel. Mais du coup, est-ce qu'il y a des boucliers à trous noirs ? Est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose qui soit un bouclier par rapport à cette arme ? Le problème, voilà, c'est que, par exemple, on peut pas dire de bouclier. Si on parle de bouclier, mais pas cette fois-ci défensif, mais à d'autres vertus. Par exemple, ce qu'on appelle une cage de Faraday. Une cage de Faraday, c'est simplement une boîte métallique, éventuellement grillagée, elle n'a pas besoin d'être avec des murs pleins. Et à l'intérieur, les champs électromagnétiques ne pénètrent pas parce que les courants électriques sont guidés par la cage. Si vous êtes à l'intérieur avec votre téléphone portable, vous ne pouvez ni recevoir ni émettre. Par exemple, les cages de Faraday, elles sont utilisées à l'observatoire de Meudon, l'observatoire de en Sologne. De Nancy, l'observatoire de Nancy, qui est le grand radiotélescope français en France, sur le sol français. Et eux, ils ont des capacités de détection électromagnétique si sensibles qu'ils veulent surtout pas que les visiteurs, en particulier ceux qui vont à la boutique, ceux qui vont dans l'endroit où il y a la zone de conférence, puissent interférer avec leur téléphone portable. Et donc du coup, dans la boutique, il y a marqué en grand, ici, le téléphone portable fonctionne pas parce que la boutique est intégralement construite dans une cage de Faraday. Donc on peut se protéger des champs électromagnétiques essentiellement pour une raison, c'est qu'il existe des charges positives et des charges négatives. Et que ça permet de faire des courants qui font des contre-courants, des champs, des machins, et à la fin, on peut se protéger, on peut dire qu'il y a une zone dans laquelle le champ électromagnétique il est zéro, strictement zéro, et que rien ne rentrera et rien ne sortira aussi comme champ électromagnétique. Dans le cas de la gravitation, il y a une petite subtilité, c'est qu'il n'y a que des masses positives et il n'y a pas de masse négative. Et donc du coup, il n'y a pas la possibilité de faire l'équivalent électrique, une cage de Faraday gravitationnelle. La gravitation s'exprime tout le temps. Quand vous avez une boîte, vous voulez faire le vide dans cette boîte, vous enlevez l'air, vous avez la matière, les gros trucs, l'air, vous enlevez la lumière, alors ça il faut réfléchir un petit peu, mais on peut enlever la lumière, puis une fois que vous enlevez tout ce que vous savez enlever, il restera toujours un truc, c'est le champ gravitationnel, la courbure de l'espace imposée par, ne serait-ce que la matière de la boîte, pas beaucoup, mais enfin elle est là, si elle était toute seule au milieu de l'univers, et puis tout l'environnement. Et donc se protéger de la gravitation, c'est pas facile parce que c'est une force qui est universellement attractive. Alors si on la voit à Newton, si on la voit à Einstein, c'est pareil, c'est la courbure, elle est représentée, c'est une manifestation de la courbure de l'espace-temps. L'espace-temps, c'est le cadre dans lequel on est. Donc si on vous courbe le cadre, vous suivez le cadre courbé, parce que la matière et l'énergie disent au cadre comment se courber, qui en rebours dit à la matière et l'énergie comment se déplacer dans le cadre courbé. Et donc vous ne pouvez pas vous protéger de ça. Si on vous attaque à coup de gravitation, vous êtes foutu. Donc ceux qui maîtrisent la gravitation, par exemple dans les extraterrestres de premier contact, ils arrivent des magnifiques vaisseaux, ils se posent pas, ils descendent, et ils restent à 10 mètres au-dessus du sol, comme ça, ils sont tenus par rien. Donc ces gars-là, manifestement, ils maîtrisent la gravitation. Je recommande pas les Chinois dans le film, qui sont les méchants canoniques dans le film, ils attaquent les extraterrestres à coups de missiles.
je ne recommande pas d'attaquer ou d'être désagréable en quoi que ce soit à des êtres qui maîtrisent la gravitation. Hein, parce que manifestement, ils la maîtrisent. Parce que ceux-là, ils peuvent faire vraiment des trucs désagréables et vous satelliser, vous chronifier. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, s'ils maîtrisent ça. Donc, du coup, la gravitation, le coup des canons à trous noirs ou de la maîtrise de la gravitation en général, hein, si vous maîtrisez la capacité à maîtriser le champ sous ton siège, je te fais monter, je te satellite, je te redescends, je t'écrabouche, je te comprime sous ton propre poids, et donc je fais ce que je veux, quoi. C'est vraiment. Mais c'est godlike. Une bonne journée. C'est godlike. En fait, c'est niveau, c'est divin. C'est-à-dire maîtriser la gravitation et savoir agir sur la gravitation aisément. Bon, en pratique, c'est pas facile. Et ben, c'est divin. Ça vous donne un pouvoir littéralement divin. Face à de telles armes, est-ce que les forteresses ou les boucliers ont encore un sens finalement? Ben non. Ah non, parce que le bouclier lui-même fait partie prenante du truc, et le bouclier est dans le champ, dans la scène finalement. Il est un élément de la scène, qui est l'espace-temps dans lequel se déroulent les événements, et tu déformes la scène au point que le bouclier, ou ce que tu veux d'ailleurs, n'est plus qu'une poussière finalement dans cette structure. On est dans un absolu, on est dans l'absolu d'un référentiel, et c'est la même problématique que pour l'hypervélocité par exemple. On essaie de s'approcher le plus possible d'une vitesse absolue, et le laser étant la vitesse absolue par exemple, c'est quelque chose qui ne peut pas être au moment où il part. Sur Terre, au moins, il arrive. Donc, il ne peut pas être intercepté. Un laser ne peut pas être intercepté avant qu'il n'atteigne sa cible. Donc, on a là, par exemple, un bon exemple d'absolu. Et contre un laser, on ne pourra pas. Il n'y a pas de bouclier antimissile contre un laser, par exemple. Alors, si j'en vois un, moi, mais il n'est pas absolu. Alors, j'en vois un, c'est que le laser, ça reste de la lumière. Éventuellement, tel qu'on le pense, si c'est pour une destruction particulière, c'est une grande intensité lumineuse, une grande puissance, une grande intensité lumineuse, mais ça reste de la lumière. Et une façon de se protéger de la lumière, c'est les miroirs. Oui, tout à fait. Mais par contre, elle va arriver là où elle veut. Il faut par exemple, que ça se polarise. Bien sûr, si le miroir n'est pas là, il faut qu'il apparaisse. Voilà, mais ça ne peut pas être intercepté avant. On ne peut pas déclencher une réponse pour qu'il y ait une interception à mi-chemin. Parce qu'encore une fois, c'est une échelle de temps. Tout à l'heure, on parlait de puissance, donc énergie délivrée en un temps très court. Ça te dit, c'est le boulet, si je veux dire. C'est plus le boulet, c'est la balle, c'est la lumière, la vitesse ultime, celle qu'on ne peut pas dépasser, 300 000 km par seconde, même dans l'air, c'est à peu près 300 000 km par seconde. Évidemment, réagir à ces échelles de temps-là, sur des échelles habituelles, si c'est pour canonner à coups de laser intergalactique une étoile à 4 années-lumière, la lumière met 4 ans pour arriver, donc ça laisse le temps, si on a vu le tir. Enfin, en même temps, voir le tir, c'est que la lumière est arrivée. Donc, s'il y a des espions sur la planète qui vous disent « Oui, ils ont tiré !» Mais comment ils vous parlent en téléphone? Par des ondes radio qui sont parties après, donc le message arrivera toujours après, parce que c'est la vitesse limite. Donc, on ne peut pas arriver avant la lumière. Si on part en même temps, au mieux, ça arrive en même temps. Et donc, du coup, je ne sais plus ce que je disais sur le laser. Oui, on peut se protéger par des miroirs, et même mieux, on peut faire... Alors, le problème du miroir, c'est qu'il renvoie la lumière, dans une autre direction, très bien, mais il absorbe une partie de la lumière. Il n'est pas parfaitement réfléchissant. Donc, du coup, si vous envoyez une lumière monochromatique, si vous savez à l'avance qu'on va utiliser un laser vert, vous optimisez votre miroir pour le vert, pour la couleur verte. Bon, mais le gars après il change, il envoie un laser rouge, vous êtes foutu parce qu'il absorbera votre miroir éventuellement un peu le rouge. Comme il absorbe du rouge, ça va le chauffer, il va en réfléchir un peu aussi, il va l'absorber, ça va le chauffer, il va être beaucoup chauffé, il va être détruit, c'est parti, c'est percé. Alors, donc il faut un miroir parfait dans toutes les longueurs d'onde, ce qui n'est pas facile. D'où l'intérêt d'avoir... On a ça dans Star Trek. Oui, alors. Star Trek, il module les fréquences, ce qu'ils appellent les fréquences. Ouais. En fait, c'est ça. Donc il faut pouvoir moduler, alors, tant l'émetteur que celui qui reçoit, qu'il soit réflecteur parfait, parce que la moindre absorption va chauffer le miroir. Et puis le miroir que vous pouvez choisir, si vous êtes vraiment malin, vous utilisez ce qu'on appelle un miroir catadioptrique. Le miroir catadioptrique, c'est un coin de cube, et là, l'avantage des miroirs catadioptriques, c'est un coin de cube, par exemple, et c'est comme ce qu'on a dans les combinaisons rétro-réfléchissantes. Le faisceau lumineux, il part, et il revient exactement à l'envoyeur. Donc le gars qui vous tire au laser, avec un catadiope parfaitement réflecteur, il se le replante dans la tronche. Et donc, c'est ce qui se passe qu'en fait, les lasers Lune, qu'on a mis sur la Lune pendant les missions Apollo, des miroirs catadioptriques qui sont éclairés par des lasers depuis la Terre, pas pour les détruire, pour les éclairer. La lumière revient, et en mesurant le temps d'aller-retour, la durée d'aller-retour, on mesure moins que 1 mm la distance Terre-Lune, quand on veut, pratiquement en temps réel. Et donc dans Star Wars, par exemple, les blasters, les machins lumineux, il faudrait se balader en fait avec des combinaisons rétro-réfléchissantes idéales, c'est-à-dire qui réfléchissent bien autour de l'environnement. Très disco, ce qui correspond à la sortie de Star Wars. Alors, et on vous tire dessus avec un laser, et celui qui vous a tiré dessus, il se reprend le laser qu'il a envoyé en pleine poire. Donc c'est vraiment le retour à l'envoyeur ultime, ça. Vous avez l'air sidéré par tant de protection anti-divine.
On a un beau catalogue d'armes. Il nous reste une poignée de minutes avant qu'on termine cette conférence. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a un micro qui peut se promener? Oui, il y a quelqu'un qui... Oui, on peut voir la lumière de la salle. Et quand vous voyez la lumière de la salle, vous ne pouvez pas la voir arriver. Enfin bref, vous ne pouvez pas prévoir. Enfin, ouais. Allez-y. Oui, bonjour. Alors, parmi toutes vos explications, m'est revenue une nouvelle d'Asimov que j'ai lue il y a peu de temps, où deux scientifiques en conflit se battaient autour d'une technologie développée par l'un, mise en œuvre par l'autre, sur la suppression totale de gravité dans un champ confiné. Et pour spoiler un peu à tous ceux qui ne l'ont pas lu, une fin malheureuse arrive à l'un des deux sur une partie de billard. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'arme et de la moindre réalité possible de ce genre de mise en œuvre? Ça veut dire manipuler la gravité, et ça c'est très compliqué. Manipuler la gravité c'est simple, c'est vous, votre corps, votre masse, et vous vous déplacez, vous changez le champ gravitationnel. Malheureusement vous n'êtes pas assez massif probablement pour que ça le change de manière significative dans le quartier. En revanche, si vous êtes capable de manipuler les trous noirs, si vous avez dans la main un trou noir de la masse de la Terre, il tient dans votre main, et il est un peu plus lourd qu'une petite bille, parce qu'il fait 9 mm de rayon, là vous avez des capacités extraordinaires. Donc malheureusement manipuler la gravité, ça ne se fait qu'avec des quantités de matière importantes, idéalement compacte, parce que s'il faut manipuler la Terre entière, c'est compliqué. Donc matière importante, compacte. Donc ça veut dire si vous savez manipuler les petits trous noirs, on revient à Baxter. Là, vous avez des moyens un peu godlike. En fait, ce qu'il faudrait, c'est pas facile, quoi. Voilà, un autre canon à un mini trou noir qui puisse infléchir la trajectoire du mini trou noir. Oui, alors on peut en courbant l'espace-temps devant lui. Pour le faire dévier. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est faire perdre. Alors, s'il y a un faisceau de mini-trous noirs qui vous attaque, vous pouvez leur faire perdre un peu d'énergie. Il faut trouver un moyen de leur faire perdre de l'énergie, par exemple avec un rayon lumineux, quelque chose, ils absorbent de l'énergie, ça les alourdit un peu. Et comme ils s'alourdissent un peu, leur inertie augmente. Donc, avec la conservation, d'autres lois de conservation, ils vont perdre un peu de vitesse. Et en perdant un peu de vitesse, ils vont finir par se mettre en orbite autour de la Terre. Donc avant qu'ils touchent la Terre. Si vous vous débrouillez bien, vous pouvez mettre en orbite autour de la Terre les mini-trous noirs, les confiner, les garder autour de vous sans qu'ils vous tombent, sans qu'ils vous frappent. Et donc le cas d'Asimov, c'est pareil, c'est des manifestations antigravitationnelles. Ça, on peut penser des choses, mais ça nécessite des quantités de matière et d'énergie importantes, mais vraiment très importantes, et compactes. Donc quelque chose comme des trous noirs, ou de manipuler les trous noirs. Donc c'est pour l'instant très, très en dehors de nos compétences techniques. C'est bien ces conférences où on parle de s'autodétruire. Oui, bonjour. À coup de trou noir, ça va, on est tranquille. Oui, on va pas y arriver facilement. Alors c'est assez classe quand même, les mini-trous noirs. Si vous avez un mini-trou noir chez vous. Alors. Oui, bonjour. Désolé, oui, c'est pas une question en fait, c'est plus une remarque. C'est vrai que avant l'avènement en fait, de la poudre, l'une des techniques était justement d'utiliser la gravité avec le travail des sapeurs et de créer des mines en dessous des murs pour les faire écrouler. Donc c'est vrai que l'idée de la gravité pour abattre les murs, oui, ça remonte à longtemps. Non, effectivement, c'est une méthode classique d'attaque des forteresses, qui peut aussi se retourner contre celui qui la pratique, puisque beaucoup de tunnels s'effondraient sur ceux qui les creusaient. Et c'était, Mais oui, c'est net. Mais les gens à l'intérieur s'y attendaient aussi, donc c'était quand même relativement inefficace à l'usage, mais oui, c'était souvent pratiqué. Oui. Il y a un château, ils sont passés par les latrines aussi. Château célèbre en Normandie, c'était plus simple. Ouais. Je profite d'avoir le micro dans les mains. Une autre arme qui est présentée dans La mort immortelle, c'est supprimer une dimension. Ce qui détruit, nous on vit en 3 dimensions et donc si on nous met tout d'un coup en 2 dimensions, ça va mal se passer. Alors c'est pas facile à faire en pratique, ça, je vous rassure aussi. Comment, tranquille. De la même manière que pour les trous noirs, comment on se protégerait de ce truc-là? Et puis c'est une idée qui est développée dans l'histoire que, à force que les êtres pensants s'attaquent à coups de vecteurs de réduction des dimensions, et bien ils finissent par remettre l'univers à zéro et ça repart parce qu'ils sont complètement autodétruits. Oui. Et quand même, il y a quand même un trou entre. Donc on vit en 3D, on a aussi le temps qui est la 4e. Je suppose qu'il y a des théories où il y en a beaucoup plus que je connais pas, mais du coup. Comment ça se fait qu'on puisse faire abstraction? Qu'est-ce qui se passerait si on enlevait la 4e, au lieu d'enlever de 3D à 2D, si on avait juste, entre guillemets, enlevé le temps? Qu'est-ce que ça aurait pu donner?
Enfin, voilà. Est-ce que c'est une arme pire que les trous noirs? Ouais, je sais pas, c'est compliqué à mettre en pratique. Hein. Donc on va dire, on sait pas très grave, parce qu'on sait pas le faire. Même les trous noirs d'ailleurs. Mais oui, manipuler les dimensions, là, c'est clairement, ça fait un gros changement. Hein. Si on vous enlève une dimension, ça fait beaucoup de changements, beaucoup trop de changements en fait, probablement. Et pour le temps, oui, on parlait tout à l'heure de temporalité, mais cette fois-ci en termes d'échelle de temps, d'échelle de durée, plutôt de phénomènes, la durée des phénomènes. Donc ralentir les phénomènes, ça aide beaucoup parce que ça dilue considérablement l'énergie qui est dégagée éventuellement par un phénomène, ça la dilue considérablement. Il faut réaliser que par exemple entre le phénomène de la rouille et une explosion, c'est exactement la même chimie, hein. C'est une oxydoréduction, sauf que la rouille ça met 6 mois pour faire un trou dans le tuyau, là où l'explosion, par gramme de matière, dégage à peu près la même énergie que le gramme de fer qui a rouillé, mais ce gramme de matière a dégagé l'énergie extrêmement rapidement, et donc c'est la puissance encore qui a géré. Donc plutôt que le temps, arrêter le temps, étirer le temps ou compresser le temps, ça permet quand je dis compresser, au sens les durées, avoir des phénomènes de très courte durée ou des phénomènes de très longue durée, ça change complètement. Si vous êtes capable d'allonger la durée d'un phénomène, ou si vous êtes capable de raccourcir la durée d'un phénomène, vous allez changer la puissance qui est mise dans le phénomène, donc les conséquences du phénomène lui-même. Donc je ne sais pas si on peut supprimer le temps, j'en doute un peu, mais on peut jouer sur les temporalités, sur les durées des phénomènes, si vous êtes capable de changer les choses. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait pour les lasers de puissance. Quand on fait des lasers de très 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 haute puissance, 10 puissance 15, 10 puissance 16 watts, c'est absolument titanesque ces puissances, ça dure pas longtemps l'impulsion lumineuse, on commence par étaler l'impulsion lumineuse, on blinde en énergie la lumière, on amplifie énergétiquement et on recomprime temporellement l'impulsion du laser. Pour que l'impulsion du laser initiale était assez courte, on l'étale temporellement, on met l'énergie dedans par amplification optique dans des cavités, et puis ensuite on recomprime d'un coup la durée du faisceau, la durée devient très courte, et là on a la même énergie, enfin une énergie qu'on a augmentée, mais cette fois-ci on a un temps extrêmement bref, et boum, ça fait une puissance absolument gigantesque. Donc voilà, jouer sur les durées, c'est un moyen de amplifier ou désamplifier la puissance d'un phénomène. Non. Dans un roman qui s'appelait Le Vent Noir, Serge Brusselot imagine une bombe temporelle où, quand elle éclate par terre, elle disperse une sorte de poudre, une poudre temporelle qui fait des nuages. Et quand vous êtes traversé par ce nuage, vous vieillissez ou vous vieillissez en accéléré. C'est une poudre temporelle qui vieillit. Et donc, ça transforme des escadrons en escadrons de vieillards qui ne peuvent plus combattre. Donc, face à ça, c'est quoi le bouclier ? C'est d'envoyer des bébés, bien sûr. Comme ça, vous êtes sûr. Il faut ils seront pas entraînés les bébés, quoi. Non, il faut qu'ils fassent ça tout seuls. Mais on est dans la manipulation du temps. Il n'y a pas de problème. On imagine qu'ils sont. Mais c'est pas de l'art science du tout. C'est du Brusselot. C'est pas de l'art science. Est-ce qu'on a encore une question ? Il y a monsieur devant, mais je ne vous vois pas. Quel micro, quel pouvoir. Oui, bonjour. Ça aurait été pour une question. Face à des tels moyens, on va dire létaux en termes d'efficience, on parle de moyens thermobariques, on parle de moyens gravimétriques, nucléaires, ou même de nanites éventuellement autoréplicants. Est-ce qu'au final, face à de telles mesures, le meilleur et le premier et le dernier des boucliers, finalement, ça reste pas la morale, l'éthique, ou finalement le risque face à, entre parenthèses, une certitude quasiment absolue de détruire l'antagoniste, où finalement il ne restera plus que la civilisation primaire, ou limite à des clivages politiques entre elles. Est-ce que finalement, encore une fois, le dernier des boucliers reste pas l'éthique ? Ah oui, c'est évident. Hein. Si on veut être sûr de gagner la guerre, il vaut mieux ne pas la commencer, ne pas la faire. Hein. C'est évident, malheureusement. On voit encore actuellement qu'on ne peut pas se fier à ce bouclier-là totalement. Enfin. Mais il y a quand même eu une tentative de réglementation. Par exemple, quand il me semble, toi tu dois savoir mieux que moi, quand l'arbalète ou peut-être le mousquet sont apparus, il y a eu des tentatives de réglementer ça, de ne pas utiliser l'arbalète ou le mousquet parce que c'était des armes trop. C'est pas moral d'une certaine façon. Oui, voilà, il y avait beaucoup de chevaliers qui étaient opposés ou de soldats qui étaient opposés à l'usage de ces armes parce que finalement c'était pas des armes nobles. Mais on avait déjà ça un peu sur l'arc et la flèche dans l'Antiquité en fait, où le guerrier, le vrai, celui qui était justement moral et éthique, se battait au corps à corps avec son adversaire et ne l'attaquait pas de loin de cette façon. Et c'est vrai que c'est réapparu au Moyen Âge avec le mousquet, mais ça n'a pas été suivi d'effet. Hein. Non, bien sûr, parce qu'après on voit l'efficacité de l'engin. C'est un peu le souci avec l'éthique, c'est évidemment on aimerait que tout le monde en ait une très forte, et qu'on voit à l'usage que malheureusement non, quoi. Donc on ne peut pas s'y fier uniquement, quoi.
Oui, puis le problème de... Oui, ça marche pas. Hein. Oui. Non, mais en fait, c'est le paradoxe des accords de désarmement, justement des accords de type éthique qui fonctionnent quand les États, et qui sont respectés quand les États s'entendent. Et ça a été le cas pour justement les accords de désarmement nucléaire, pour que les petites puissances ne s'arment pas et que la guerre reste rationnelle, entre guillemets. À partir du moment où les nations ne s'entendent plus, les accords justement qui garantissaient l'éthique ne peuvent plus fonctionner. En fait, c'est paradoxal. C'est-à-dire qu'en fait, les accords sont là, fonctionnent très bien en temps de paix. Voilà. Il y avait cette nouvelle... Par exemple, juste en 91, quand l'URSS a éclaté en beaucoup de républiques, la Russie s'est inquiétée du potentiel nucléaire qu'avait l'Ukraine, et donc l'Ukraine a accepté de lui remettre son armement nucléaire en échange de sa protection. C'est-à-dire qu'en théorie, c'est la Russie qui doit protéger l'Ukraine contre ses ennemis. Bien vu. Bien vu, voilà. Donc on voit effectivement que tant que tout va bien, tout va bien, et dès que quelqu'un a décidé que non, c'était fini, les accords ne valent effectivement plus rien, quoi. Ça, c'est mis en scène dans la nouvelle de Robert Heinlein, Solution non satisfaisante. Hein. Dans cette nouvelle, c'est en 44, je crois qu'il écrit cette nouvelle. En 44, ouais. Ou 42 42, ouais. En 42, merci, camarade des gens. En 42, mais c'est quand on est vieux, il y a toujours... Et donc, en 42, il écrit cette nouvelle. Alors tu vérifies que je dis pas de bêtises. Hein. Et dans celle-ci, il y a effectivement une arme absolue qui est utilisée. Une arme absolue qui est utilisée, qui se trouve être une arme de nature nucléaire. C'est des poussières radioactives, donc c'est pas une arme nucléaire telle qu'elle sera effectivement utilisée, funestement utilisée à Hiroshima et Nagasaki, mais c'est une arme de nature nucléaire. Une poudre qu'on répand et qui instantanément tue tout le monde rapidement tue tout le monde dans la région. L'affaire est réglée. C'est une arme absolue, on ne peut pas s'en protéger. C'est des avions qui la dispersent. Et donc les États-Unis, évidemment, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, le roman, enfin la nouvelle. Les États-Unis utilisent ça contre l'Allemagne, la guerre est finie, et ensuite se pose la question, maintenant on a ça, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et donc le président des États-Unis discute avec l'inventeur de l'arme, ou alors un personnage, le personnage principal qui est pas l'inventeur de l'arme. Il dit, qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on est tout seul à l'avoir? L'autre lui dit, oui, on est tout seul à l'avoir, mais le problème c'est que comme on l'a inventé, peut-être d'autres vont l'inventer. Et si d'autres l'inventent, évidemment, on sera deux à l'avoir. Donc quand on est deux à l'avoir, on va se taper dessus, puis du coup, ça va tuer tout le monde sur Terre. Donc c'était un peu embêtant. On peut pas sous-estimer le fait que peut-être quelqu'un d'autre la trouve. Maintenant qu'on sait qu'elle existe, 42. Hein. Donc vous voyez, ça préfigure déjà plein de choses sur ce qui se passera ensuite en réalité sur Terre. Donc il propose, et c'est la solution non satisfaisante que propose Heinlein, il faut confier cette arme ultime, absolue, indépassable et inarrêtable, il faut la confier à une instance supranationale supérieure qui va utiliser ça, la maîtriser, et il y a quelqu'un qui aura le droit d'utiliser cette arme-là et qui en aura l'autorité et l'autorisation de la possession. Et on verra qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ça n'a pas été duré longtemps, il y a eu le fameux plan Barouch de tentative de gestion supranationale des armes nucléaires, les Américains avec les Soviétiques. Les Soviétiques qui ont répondu aux Américains que nous aussi on l'a, donc maintenant on fait quoi? Qui a complètement avorté, mais il y a eu cette tentative, et solution non satisfaisante, parce que, comme il le montre très bien dans sa nouvelle, de facto, l'entité même supranationale qui dispose de cette arme ultime est de facto le dictateur de la Terre, puisqu'elle peut détruire quelque chose, une entité nationale quelconque qui lui résiste, qui n'obéit pas à ses injonctions, si elle en avait, elle peut être détruite instantanément. Donc c'est ça la solution non satisfaisante, que ce soit à la fois commun, supranational, mais de facto, ça met en position cette entité d'être dictateur de la Terre. Publié dans un recueil qui s'appelle Jackpot, chez un petit éditeur méritant. QSF, c'est ça? Ouais, oui. Ah ouais. Pour ça. Il nous reste 2 minutes 30 et malheureusement on a pour consigne de s'arrêter un petit peu avant, et je sais que vous aviez des questions notamment, monsieur. Vous avez vu avec des intervenants comme ça, moi modérateur c'est un emploi fictif, clairement. Rendez l'argent. Voilà, exactement. Il y avait de l'argent? Non. Vous allez les retrouver tout de suite en dédicace. Si vous avez un pistolet à trou noir, venez nous en parler avant, histoire qu'on soit au courant. Même un pistolet laser, ça nous intéresse. Merci à tout le monde. Bonne soirée, bonne Utopiale.